Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La nouvelle stratégie pays 2024-2029 du Maroc approuvée par la Banque africaine de développement, une stratégie qui vise à renforcer la compétitivité et la résilience de l'économie marocaine. Elle s'aligne sur les priorités du nouveau modèle de développement à l'horizon 2035, stratégie qui soutient une croissance forte et durable et consolide la dynamique d'inclusion économique et sociale. Le but est de rendre l'économie marocaine plus résiliente aux chocs exogènes. Et ce document de stratégie pays du Maroc pour la période 2024-2029, on en parle ce soir avec M. Abdellatif Komad. Vous êtes doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Casablanca. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau sur ce plateau. Parlons donc de cette stratégie qui a été approuvée. Quels sont aujourd'hui les principaux objectifs de cette stratégie pour la période 2024-2029 ? Alors pour le Maroc, en fait, le rapport est revenu sur une rétrospective par rapport aux indicateurs économiques en termes de croissance, en termes d'emploi, en termes de politique économique et d'indicateurs macroéconomiques. Et bien évidemment, sur cette base, il s'agit de soutenir le Maroc pour se projeter sur les 5 ou 6 prochaines années. C'est un rapport qui porte sur la période 2024-2029. Mais le constat, c'est que c'est un rapport qui est au lendemain d'une période difficile. D'ailleurs, ça a été relaté à travers le taux de croissance qui a en fait été aux alentours de 4,4% au début des années 2000, mais qui est descendu aux alentours de 3% entre la période 2015-2020. Mais il se trouve qu'entre 2020 et 2022, c'est un taux de croissance qui était en moyenne de 0,7%, parce qu'on a eu sur la chute de 2020, qui a été rattrapée en partie en 2021, et puis un taux de 1,3% en 2022. Donc en moyenne, c'est un taux de croissance faible pour ces 3 dernières années qui a des répercussions notamment en termes d'emploi, bien évidemment, parce qu'il y a un lien très fort entre la croissance et l'emploi. Alors, bien sûr, les stratégies sur cette base, c'est qu'il y ait une relance, notamment de la croissance, qui reste le cheval de bataille en termes d'objectifs stratégiques tels qu'ils sont consignés dans ce rapport, parce que c'est la croissance qui permettra la création d'emplois. Il faut rappeler que le taux de chômage au Maroc, qui était aux alentours de 9,6%, aujourd'hui à 13,7%, c'est un taux élevé. Et bien sûr, il y a d'autres défis, notamment des défis surtout énergétiques, hydrauliques, qui sont relatés d'une manière très forte. Il s'agit justement d'aider le Maroc à dépasser ce qu'on peut appeler des chocs externes, notamment énergétiques et hydrauliques, mais également la conjoncture internationale. Donc, c'est surtout cela, aller vers une croissance inclusive, qu'il faut qu'elle soit régulière. Ça également, c'est en fait, je dirais, un problème de la croissance au Maroc, c'est qu'il a été faible, mais également volatile. Il varie d'une manière conséquente d'une année à une autre, donc alors que le Maroc a besoin d'une croissance forte, inclusive et durable. Et ça, c'est le défi. Lorsqu'on parle d'inclusive, bien sûr, il y a l'emploi d'une manière générale, mais surtout des catégories ciblées, notamment les jeunes, surtout les jeunes diplômés, les femmes. Vous savez que le taux d'activité des femmes au Maroc est de 19%, c'est très faible par rapport au potentiel du Maroc. Donc, il s'agit de relever tous ces défis, ou au moins d'aller dans le sens de le relever, parce que le cap reste 2035, parce que la référence de base, c'est le nouveau modèle de développement. Il y a des objectifs à 2035. Il s'agit d'une étape intermédiaire mais fondamentale, parce que si on veut arriver aux objectifs 2035, il va falloir justement se ressaisir, notamment en termes de croissance, sur les 4-5 prochaines années. Il faut se ressaisir tout de suite. Donc, une stratégie pour relancer la croissance. On l'a bien compris, cette stratégie qui fixe le cap, les objectifs et également les investissements, justement, et le rythme de ces investissements sur les 5 prochaines années. Quelles sont, selon vous, les priorités aujourd'hui de cette stratégie ? Alors, cette stratégie, en fait, elle arrête, je dirais, 2 priorités fondamentales. Tout d'abord, c'est la croissance inclusive. La croissance inclusive, c'est parce qu'il contient les autres défis. Si on arrive à avoir cette croissance, on va pouvoir tout d'abord financer le développement,
réduire le recours à l'endettement et puis également créer de l'emploi. Et ce sont les grands défis qu'affronte le Maroc actuellement. Deuxième défi, bien évidemment, c'est toute la dimension, je dirais, des aléas climatiques et l'impact du stress hydrique qui a des répercussions aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan social, sur des secteurs prioritaires comme le secteur de l'agriculture. Donc, restent des priorités stratégiques. Et bien évidemment, il y a également des priorités sectorielles, alors qui portent, je dirais, sur un certain nombre de secteurs qui devraient accompagner cette dynamique et devraient générer cette croissance, notamment les compétences. Et justement, quels secteurs sont concernés aujourd'hui? Alors, tout d'abord, ils sont visés 4 secteurs. Le secteur, en fait, de la formation d'une manière générale. Il s'agit de préparer ou de faire accompagner je dirais, cette transformation, cette mutation de l'économie marocaine qui, dorénavant, va se baser essentiellement sur des qualifications, sur des compétences, sur la valeur ajoutée. Le capital humain. Donc. Voilà, qui doit passer par un capital humain formé. Donc ça, c'est un volet très important. Le deuxième volet qui est cité, c'est le volet du transport. Alors, lorsqu'on évoque le transport, c'est qu'on pense essentiellement, bien sûr, à toute l'infrastructure, parce que c'est fondamental, l'infrastructure pour le développement économique, mais également ces CAP qui sont en train de définir une nouvelle stratégie du Maroc, aussi bien au niveau de l'intégration locale, régionale et même internationale, à travers des ports qui ont une dimension mondiale. Vous savez qu'il y a le port Ouest Nador qui est pratiquement à l'étape finale, et donc il va métamorphoser la région de l'Oriental. Il y a bien sûr le port de Dakhla qui est en train d'être, je dirais, à l'étape de l'étude finie, mais on est en train de monter le projet dans sa dimension, je dirais, opérationnelle. Et bien sûr, il y a tout ce qui accompagne en fait, toute la dynamique à l'horizon 2030 en termes de chemin de fer, le TGV, le parachevé, l'effort autoroutier. Vous savez que nous avons 1800 km, mais l'objectif, c'est d'aller au-delà de 3000 km. Et donc, tout cela reste un secteur prioritaire sur lequel la BAD va accompagner le Maroc. Et bien sûr, il y a 2 autres volets très importants, à savoir le stress hydrique, parce que le Maroc, aujourd'hui, a une stratégie, au moins à l'horizon 2030, de dessalement de l'eau qui doit voir la capacité du Maroc au moins multipliée par 7 à 8 fois par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Donc là également, le Maroc a besoin d'un appui technique, logistique, également financier. Et puis la dimension énergétique. La dimension énergétique, en fait, il s'agit de ce mixage entre l'éolien et le solaire pour arriver au cap 2030 à en fait une production électrique basée sur l'énergie propre à hauteur de 52%. Nous sommes aux alentours de 30% et l'objectif, c'est que l'électricité soit produite sur la base de l'énergie propre à hauteur de 52%. Donc je dirais que ce sont les grands projets structurants, mais autour, il y a toute la dynamique de la PME, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, donc qui devrait accompagner le secteur des services également, d'ailleurs. Donc plusieurs secteurs concernés. Vous l'avez dit, la formation du capital humain, le secteur énergétique, les infrastructures et puis le stress hydrique. Tout à l'heure, on parlait des 2 priorités majeures de cette stratégie qui sont la croissance inclusive et le fait de consolider la résilience économique. Quand on parle de croissance inclusive, on parle d'employabilité d'ailleurs, donc de développement des compétences, comme vous venez de le dire, et de l'entrepreneuriat. Donc, quelles mesures vont être aujourd'hui, selon vous, mises en place de manière urgente pour qu'on puisse avoir des résultats concrets sur le terrain d'ici les 5 prochaines années dans ce sens-là? En fait, il y a un certain nombre d'initiatives, notamment lorsqu'on évoque l'entrepreneuriat. Vous savez que le Maroc reste un pays où le taux de création d'entreprises reste faible par rapport à la région et par rapport à ses potentialités. Donc, plusieurs études l'ont démontré. Et forcément, aujourd'hui, nous avons besoin de développer l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'un taux de croissance au Maroc, en fait, un point de taux de croissance au Maroc crée moins d'emplois qu'il y a 15-20 ans. On estime qu'il y a 15-20 ans, un point de croissance crée aux alentours de 35 000 emplois. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 15 000 à 20 000 emplois. Et donc, nous avons besoin de plus de croissance pour créer les emplois dont nous avons besoin. Et cela passe forcément par d'autres champs de création d'emplois, pas seulement par les entreprises existantes ou par l'administration, mais par de nouvelles créations d'entreprises. Donc, l'entrepreneuriat devrait être développé. Alors, quelles mesures? C'est, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs programmes. Il va falloir peut-être les dynamiser davantage, les stimuler davantage,
pour justement amener les jeunes, surtout les jeunes porteurs de projets, formés, à aller beaucoup plus vers l'entrepreneuriat que à postuler dans des entreprises existantes ou dans l'administration. Ça, c'est un volet très important. Et bien sûr, il faut activer tout l'arsenal aujourd'hui d'accompagnement. Vous savez que le Maroc a une nouvelle charte d'investissement qui devrait justement stimuler davantage l'investissement. Il y a tout ce qui est plan stratégique d'encouragement à la PME et la TPME. C'est important. Il y a la structuration, notamment au fait du secteur informel, de l'amener vers le secteur formel, et donc encourager justement cette mutation qui devrait générer des ressources et des emplois. Donc il y a un certain nombre d'initiatives dont les jalons ils sont posés. Il va falloir davantage les activer parce que l'enjeu est très important. Vous savez qu'on a eu dernièrement le rapport du Conseil économique et social par rapport à ce qu'on appelle les NINI. En fait, ce sont les jeunes qui n'ont ni emploi ni formation et qui sont aujourd'hui chiffrés à plus je dirais, de 2 millions. Les chiffres, ils varient entre 2 millions et 3 millions. Et on a même qui parlent jusqu'à 4 millions. C'est un manque à gagner pour l'économie nationale. Oui, et également, on fait une frange des jeunes qui ne trouvent sa place ni au niveau du système de formation, ni au niveau... Et pour cela, il va falloir imaginer... c'est déjà fait par rapport à l'initiative de l'INDH, par exemple. Aujourd'hui, il y a des plateformes d'intégration économique des jeunes, à travers la Fondation Mohamed V, à travers un certain nombre d'initiatives pour absorber justement ces jeunes qui sont pleins de potentiel, mais il va falloir qu'ils aient un cadre approprié. Donc, ce sont des grands enjeux, parce que lorsqu'on évoque une croissance inclusive, c'est une croissance qui devrait être inclusive essentiellement sur 2 dimensions. La dimension territoriale, tout d'abord, parce qu'il y a un déséquilibre jusqu'à aujourd'hui, au niveau de la dynamique territoriale, et puis sociale. Sur le plan social, c'est intégrer davantage, surtout des franges de population que j'ai citées tout à l'heure, les jeunes, les femmes. Voilà, donc c'est avec ce genre d'initiative, et s'il y a une convergence, et surtout la convergence, parce qu'il y a plusieurs programmes, il faut les regrouper, il faut qu'il y ait de la complémentarité, pour qu'on aille vers l'atteinte de ces objectifs. Justement, vous parliez tout à l'heure de la formation du capital humain. Il y a aussi cette transition qui est en train de se faire aujourd'hui vers tout ce qui est technologique. Et il ne faut pas rater ce cap de la technologie. Ça change la nature des métiers. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a moins de métiers maintenant que la technologie est en place. Mais comment équilibrer ce rapport entre la quantité, on va dire, de métiers disponibles et le fait qu'il y ait certains métiers qui disparaissent au détriment Effectivement. Oui, voilà, alors, il faut rappeler que notre pays accueille pour la 2e fois successive, d'ailleurs aujourd'hui, le GITEX à Marrakech, qui est un grand rassemblement autour des start-up de la nouvelle technologie. Ça, c'est un gage de confiance de la communauté internationale au niveau du potentiel du Maroc sur ce plan-là, sur le plan de la technologie, aussi bien au niveau local qu'au niveau régional, d'autant plus que le Maroc s'impose aujourd'hui comme un hub au niveau de l'Afrique. Alors cette transition, c'est une transition, je dirais, qui est salutaire, mais il faut bien la négocier, parce que c'est ce qui s'est passé dans les pays développés. On a l'impression qu'il y a des métiers qui disparaissent à cause de la technologie. Comment équilibrer C'est-à-dire ce constat ? Cette disparition à cause de la technologie devrait créer de nouveaux métiers. Justement. Vous savez que les pays les plus robotisés, par exemple, si on prend le Japon, si on prend la Chine un peu moins, l'Allemagne, etc., qui à un certain moment se disait que les robots vont remplacer l'homme. Alors que finalement, ce sont les pays où il y a le plein emploi. Ce sont les pays qui souffrent le moins du chômage. Ça, c'est un contraste. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle orientation. Cette nouvelle orientation crée de nouveaux métiers. Aujourd'hui, le Maroc, il peut aller vers le coding, il peut aller vers l'ingénierie informatique, il peut aller vers le développement des systèmes, et c'est là que la jeunesse peut jouer un rôle très important parce qu'il est porté ce genre de métier, et également ce sont des métiers qui aujourd'hui, il y a un besoin au niveau mondial. Vous savez qu'un pays comme l'Inde, par exemple, qui aujourd'hui, c'est une force au niveau du développement informatique. Avec ces centaines de millions de jeunes, il arrive à trouver des possibilités d'emploi en s'imposant sur la scène internationale, sur les nouvelles technologies. Donc le Maroc, il a une occasion, mais ce qu'il faudrait, c'est de bien la négocier. D'ailleurs, il y a des réflexions, le Maroc numérique, il y a plusieurs initiatives pour que le Maroc négocie bien ce virage, d'aller vers l'intégration positive de cette mutation vers les nouvelles technologies.
Intégrer la technologie, une nouvelle donc orientation qui doit être exploitée par la jeunesse marocaine pour ne pas rater ce cap de la technologie, de l'intelligence artificielle qui nous entoure maintenant, qui est déjà là. Revenons donc à ce rapport et à cette stratégie. Et on va parler de cette approche qui est l'approche innovante Nexus eau énergie. Comment elle va contribuer à soutenir une croissance inclusive au Maroc? En fait, parce qu'il y a un lien historique entre l'eau et l'énergie. Tout d'abord, vous savez que l'énergie, elle peut être produite en partie grâce justement à l'eau. Et aujourd'hui, cette connexion, il prend de l'ampleur au Maroc. Pourquoi? Parce qu'on va vers le dessalement de l'eau. Et le dessalement de l'eau a besoin de l'énergie. Et la force du Maroc, c'est que cette énergie peut être puisée au niveau de l'énergie propre. Vous savez que le Maroc a aujourd'hui un très grand potentiel en termes d'énergie solaire, en termes d'énergie éolienne. Et justement, c'est cette connexion entre l'eau et l'énergie qu'il va falloir négocier, parce que c'est à ce niveau-là que nous avons le déficit. Nous avons un déficit hydrique et nous avons un déficit énergétique. Et les deux, en les combinant d'une manière efficace, on peut justement avoir de l'eau et avoir de l'énergie. Et ça, c'est un des grands secteurs stratégiques pour le Maroc. C'est cette politique, ce mixage qu'il va falloir également négocier. Le Maroc aujourd'hui a des stratégies jusqu'à 2050 sur ces secteurs-là. Je crois qu'il y a une belle dynamique qui est en train de se mettre en place. Et puis, bien sûr, il y a de l'investissement international. Vous savez que des pays européens, notamment l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, etc., sont intéressés par l'énergie propre du Maroc. Les projets de dessalement, il y a également beaucoup d'engouement. Et je crois que c'est un volet très, très important pour l'avenir du Maroc. Optimiser ce mix eau-énergie, quelles sont les attentes pour les prochaines années par rapport à cela? Alors, les attentes, notamment en ce qui concerne l'eau, ce que le Maroc est en train de faire, c'est qu'il est en train de préparer des projets, notamment de dessalement. Si on prend que la région Casablanca-Stade, c'est un projet de 300 millions de mètres cubes qui va suffire à 100% les besoins de la région. Et ce qui fait tout ce qui est eau des barrages pluviométriques, il sera en fait adressé à l'agriculture. La région de l'Oriental, aujourd'hui, a un projet à 250 millions de mètres cubes de dessalement. Et justement, le fait de libérer une partie de l'eau qui était auparavant consacrée à la consommation industrielle aux ménagères, il sera adressé à une agriculture qui elle-même va connaître une refonte pour une optimisation de l'eau avec un objectif qui est d'aller vers la sécurité alimentaire. Donc ça, c'est un volet... Et c'est grâce à la technologie, d'ailleurs. Et bien sûr. Alors, le rôle de l'énergie, il est fondamental, parce que ce mètre cube d'eau, il va falloir le produire, mais à un coût faible, pour qu'il soit économiquement, je dirais, rentable. Et pour cela, on a besoin d'utiliser l'énergie, je dirais, naturelle, l'énergie solaire et éolienne. Et c'est pour ça que optimisant la production. C'est pour ça que je dis que c'est un volet très très important pour l'avenir de notre pays. Un chantier colossal. Nous allons donc revenir sur les investissements de la BAD au Maroc notamment. Quels sont les indicateurs de performance aujourd'hui qui peuvent donc être utilisés pour évaluer l'efficacité des projets dans lesquels la BAD investit aujourd'hui au Maroc? Alors, en fait, la BAD a plusieurs indicateurs. Tout d'abord, bien sûr, il évalue le respect en fait, des équilibres macroéconomiques. Ce sont des indicateurs très importants parce que c'est la stabilité, parce qu'il y a la stabilité économique et la stabilité politique qui sont un peu le cadre macro pour la BAD, de référence pour un pays. Et le Maroc, ça a été dit au niveau du rapport, ce sont des signaux très très bons, aussi bien au niveau sécuritaire qu'au niveau stabilité politique, qu'au niveau des indicateurs économiques. D'ailleurs, la tendance, par exemple, le déficit budgétaire qui est à 5%, il va passer cette année à 4% et après l'objectif à 3,5%. Donc ça, c'est un volet très important. La BAD également évalue, je dirais, l'efficacité au niveau de l'utilisation des fonds. Il y a des délais, il y a des normes, il y a des standards en termes d'octroi de l'aide et la concrétisation du projet. Et là, avec les indicateurs du Maroc, d'ailleurs c'est dit au niveau du rapport, les indicateurs ils sont très bons. Ça veut dire qu'il y a un bon suivi justement des fonds dédiés à ces projets. Alors, bien sûr, également, la BAD, il évalue, je dirais, l'orientation
de ces fonds par rapport aux projets prioritaires qui sont définis, qui sont connus. Et donc, c'est pour cela que je crois que globalement, en fait, le rapport, pour le cas du Maroc, c'est un rapport positif, aussi bien au niveau du cadre macro qu'au niveau, je dirais, un peu de la manière avec laquelle sont gérés les fonds. Il y a également une partie de ces fonds qui sont destinés au secteur privé. Justement, on va en parler. Et la BAD a souligné que pratiquement, je crois, 96% du fonds destiné au secteur privé sont arrivés à destination. Et ça également, c'est un indicateur positif. Donc globalement, sur ce plan-là, je crois que les signaux pour le cas du Maroc sont bons. C'est ce qui présage justement ce soutien pour cette période 2024-2029 qui est bien, je dirais, cadré avec ses priorités, ses secteurs, ses modalités financières, etc. On l'a bien compris, donc des indicateurs positifs. On arrive au terme de cet entretien, mais avant de finir, vous avez abordé le secteur privé. Quelles sont aujourd'hui les perspectives de partenariat avec le secteur privé, justement ? En fait, ça c'est également une tendance qui est une priorité nationale, mais qui est une priorité internationale. C'est le partenariat public-privé. Le Maroc va dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des choix stratégiques. L'investissement public a ses avantages. Ses avantages, c'est qu'il va vers des secteurs sensibles, c'est que parfois ce n'est pas la rentabilité qui prime. Par contre, le secteur privé a justement plus de soucis de management, de gouvernance, d'efficacité, de performance. Et le fait d'allier les deux, aujourd'hui, s'impose. Au niveau des choix d'investissement, comme la formule la plus optimale pour l'intérêt des pays, c'est ce mixage entre privé et public, voilà. Privé. Et le Maroc, il avance dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national, qui sont initiés dans le cadre du partenariat public-privé. Merci à vous. C'est sur ces derniers mots que se termine donc cet entretien avec vous, Monsieur Abdellatif Komat. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous, Mariam. C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, absolument très vite, toujours en votre présence d'ailleurs. On se retrouve demain. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.